Bonjour, je suis un petit orateur, mais surtout j'utilise très peu les mots en général, mais plutôt des pinceaux un peu particuliers, vous allez voir. Mais en même temps, je vais commencer mon histoire en quatre tableaux, en gros. Donc j'ai commencé par la peinture. J'étais peintre, plutôt urbain, parisien. J'ai travaillé beaucoup, plutôt fêtard en fait, et j'ai eu la chance d'obtenir une résidence d'artiste à Méru dans l'Oise, une résidence dans un lieu donc assez agricole. Donc j'ai découvert ces paysages agricoles à ce moment-là. Et j'ai eu envie de les peindre. Donc j'ai commencé à les peindre d'après nature, en utilisant aussi, comme vous pouvez voir derrière, des symboles humains comme le code barre qui venait d'apparaître dans les produits manufacturés à l'époque. Et donc j'ai commencé à peindre ces paysages et je me suis rendu compte que les couleurs changeaient. Avant que j'aie le temps de finir mon tableau, les couleurs évoluaient, c'est-à-dire que le blé de passait du vert au marron, le colza se fanait, devenait verdâtre. Donc il y avait vraiment une évolution des couleurs comme j'étais lent à peindre, je n'avais pas le temps de peindre mes tableaux, que c'était déjà d'autres couleurs qui apparaissaient. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu envie de rentrer dans le paysage. De rentrer dans le paysage, c'est-à-dire de collaborer avec un agriculteur, parce qu'au fond, ce n'est pas mes paysages, c'est le sien, pour faire des projets, des grands tags dans la nature. Donc, je rencontre un agriculteur, Monsieur Lipins, et la première rencontre se passe plutôt mal parce que j'arrive d'abord très intimidé, c'est pas un monde que je connais très bien, et en plus, j'arrivais avec des dessins tout faits et mes dessins n'étaient pas du tout réalistes par rapport à une exploitation agricole. Donc, on repart de zéro. Il m'explique comment fonctionne une exploitation agricole, les tailles des machines, l'assolement, les céréales, et donc on arrive à se mettre d'accord pour faire un grand code barre qui était mon premier dessin. Et donc, en septembre, début septembre, il commence à pousser ce champ. Commence à être tout vert au bout de 2, 3 semaines. Et tout d'un coup, il redevient marron. C'est-à-dire que le vert disparaît, ça redevient à nouveau marron. Et donc, je panique, je vais voir l'agriculteur, lui dire mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, les limaces avaient mangé tout mon colza. Il n'avait pas mangé le trèfle rouge, mais il avait mangé le colza, il était passé à travers les bandes de trèfle et s'était nourri de mon colza. Donc, mon œuvre avait disparu. Et donc, je lui demande à l'agriculteur qu'est-ce qu'on fait, et il me dit donc on va replanter au printemps le colza. Et moi qui avais l'idée de faire un projet qui soit en avril jaune et rouge, le colza jaune, le trèfle rouge, eh ben, j'ai jamais eu ce dessin-là. Par contre, j'ai eu une évolution de couleur qui m'a permis d'avoir des moments différents comme ces deux-là. Et surtout, j'ai compris par rapport à ce premier projet, au fond, que dans la nature, d'abord que l'agriculteur est capable de faire des projets, des collaborations. Il est fier de ses paysages. Il aime l'idée de changer un petit peu pour une fois dans sa vie, une autre manière de travailler son champ. Par ailleurs, j'ai compris aussi que dans ce type d'endroit, il y avait très peu d'amateurs d'art, au fond, dans la nature, dans la campagne, et que c'était une occasion justement de toucher des gens que d'habitude on ne touche pas dans l'art contemporain. Et l'incroyable force de ce médium, les plantes, qui plaît à tout le monde. C'est un médium très simple, hein, au fond. C'est un médium que tout le monde aime, l'enfant, les grands-mères, les grands-pères, tout le monde aime ça. Et donc, c'était un médium, au fond, que j'ai trouvé très enrichissant. Donc, au fond, moi qui pensais revenir à la peinture juste après, eh ben, j'y suis resté depuis lors. Et j'ai fait une cinquantaine de projets dans la nature avec des agriculteurs déjà, pour vous voyez un petit peu. J'ai créé mon alphabet au fond. J'ai pas fait d'école d'art, j'ai pas fait d'école de paysage, mais c'était mon école, c'est-à-dire que j'ai appris d'abord des différents de la géométrie, mais aussi l'idée qu'il fallait composer avec l'acteur du paysage avant de faire des projets, c'est-à-dire la négociation avant l'œuvre d'art. Mais comme j'étais urbain quand même et que j'avais envie de faire des projets aussi dans les villes, j'avais envie de passer aussi de passer plutôt vers faire des projets aussi urbains. Et j'ai eu la chance de rencontrer le Cirque du Soleil à Montréal, dans leur siège social qui se trouve au nord de la ville de Montréal, qui m'invitait à faire un projet sur ces pelouses. Vous voyez, le siège social est juste là. Et ils m'invitaient à faire ces pelouses. Mais bon, ces pelouses étaient très jolies, mais ce que je voyais derrière, c'était une immense décharge. Un dépotoir de 100 hectares en pleine ville, en plein milieu de la ville, dans le quartier Saint-Michel à Montréal. Donc vous voyez les capteurs de gaz, parce qu'au fond, c'était une carrière d'abord. On a creusé 60 mètres pour récupérer les pierres et construire une partie de Montréal. Et après, on a mis 30 ans de déchets des Montréalais. Il y a un peu de tous les Montréalais dans cette décharge. Au fond, il y a toujours un petit reste pour chacun, en fait, au fond. Et donc, c'était l'idée de transformer ce lieu. J'avais envie de transformer ce lieu, de lui redonner une esthétique, parce qu'il y avait un devoir de réhabilitation par rapport à un lieu aussi détruit en pleine ville, c'est-à-dire qu'il y a un quartier entier qui vit à côté de cette décharge.
Donc on le fait avec des jeunes, des jeunes finissants de l'école de l'horticulture, mais aussi on travaille avec le quartier, c'est-à-dire qu'on travaille avec des associations de quartier, on travaille avec aussi les associations de différents types, mais toujours dans l'entourage. Et au fond, on a fait une chose, on a transformé un lieu qui était donc un lieu qu'on cachait par des remblais. On l'a rendu à nouveau humain, à nouveau donné un sens. Les gens pique-niquaient au fond très souvent autour. Et c'était pour le quartier Saint-Michel, le quartier, ça a été vraiment le début d'une transformation, puisque au lieu d'habiter près d'un dépotoir, ils habitaient près d'une immense œuvre d'art. Donc j'ai trouvé dans ce projet une chose très intéressante, au fond, c'est qu'il y avait des points noirs dans les villes, partout, dans toutes les villes, il y a des points noirs. Et ces points noirs, il fallait peut-être faire quelque chose, et qu'au fond, si un artiste ne le fait pas, ces points noirs resteraient à tout jamais comme ça. Donc, et au fond, ces points noirs, il y en a partout, y compris près de chez nous, à Paris. Et donc là, je vais vous présenter mon projet, le Jardin des Fissures, à Aubervilliers, parce qu'à 500 mètres de Paris, il y a des coins d'extrême pauvreté, où des friches apparaissent. Et en fait je l'ai découvert parce qu'un jour, une professeure de dessin du collège d'à côté m'a montré cette friche qui ressemble à un lieu bombardé, un paysage de guerre. Hein. Et donc, beaucoup d'enfants jouaient dedans, beaucoup d'enfants avec une pollution importante, du métal, vraiment un lieu dangereux où depuis 20 ans, c'était resté tel quel. Donc, il était temps de faire quelque chose. Et donc, on repart sur les mêmes principes, c'est-à-dire on va essayer de planter. Et donc, l'idée de ce projet, au fond, c'était de reprendre le dessin de l'architecture de l'usine de savon qu'il y avait avant. Donc, on a repris le dessin et on a creusé, on a mis de la terre, de la bonne terre, et on a commencé à planter. Donc, on a planté du moa, du niger, du tournesol, de l'orge, au fond, et ça évoque le passé de cet endroit qui a été transformé. Et donc, vous pouvez voir d'ailleurs que c'est un projet qui ressemble un peu à l'inverse d'un jardin classique, puisque les bandes sont en plante et les abords, les contours sont en béton, tout ce qui est autour. Et donc, c'est un peu à l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. Et on a redonné vie à cet endroit, c'est-à-dire que d'abord, on a aussi fait venir des graffeurs qui ont qui ont fait de ce lieu, au fond, un lieu complètement unique, un lieu très urbain avec à la fois des graphes. On a fait aussi venir des associations, beaucoup d'écoles qui ont fait des workshops dans le lieu. Et on a créé surtout un lieu de vie. Dans ce lieu qui était mort, on a créé un lieu de vie où les enfants pouvaient s'amuser et sans être d'abord en danger. Et puis voir des plantes pousser, c'est toujours une chose fascinante, surtout qu'eux, ils ne voient jamais de plantes pousser. Ils ont découvert que les tournesols qu'ils mangeaient venaient de la plante, et ça les a beaucoup surpris. Pour vous dire à quel point on est loin quand on est en ville, on ne connaît pas la nature et on découvre des choses assez simples comme ça. Donc j'étais assez étonné parce qu'au fond, c'était une certaine façon de faire de la politique, mais au bon sens du terme, ces projets-là, parce qu'on arrivait à transformer un quartier, un lieu qui était détruit, en un lieu positif, favorable, où au fond les pouvoirs publics avaient un peu abandonné ces lieux, et donc c'était l'occasion de transformer ces lieux. Alors là, je vais vous présenter le dernier projet, qui est le projet que j'ai fait dans le parc du château de Rambouillet. Là, il n'y a rien à réhabiliter, c'est un endroit magnifique. Hein. C'était un parc incroyable, hein, chargé d'histoire de France, évidemment. Le parc de Rambouillet, c'était le lieu où les rois chassaient, hein, dans la forêt, à côté. Et donc, lorsque je visite l'endroit avec l'administrateur, on se balade, on voit un peu tout l'endroit, les différents jardins, jardin à la française, jardin à l'anglaise, un parc incroyable. Et on arrive devant cette chaumière. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette chaumière, c'est la chaumière au coquillage. D'aspect extérieur, elle est totalement discrète. Hein. On peut voir, j'étais même pas très intéressé à l'idée d'aller voir dedans parce que j'étais fatigué, j'avais envie de voir des paysages et plus que des lieux à l'intérieur. Et surprise, à l'intérieur, tout est fait en coquillage. C'est-à-dire que c'est une émotion esthétique assez incroyable, assez folle. Hein. De ce lieu discret de l'extérieur apparaissait une chose, un joyau de l'architecture de l'époque. Ça a été construit en fait quelques années avant la Révolution française pour une grande amie de la Marie-Antoinette, la princesse de Lamballe. Et on a mis 10 ans à construire cet endroit d'un raffinement et d'un luxe spectaculaire. Et donc pendant que je regardais émerveillé cet endroit, l'administrateur me racontait l'histoire, la fin tragique de la princesse de Lamballe, qui a fini torturée, décapitée. On a montré sa tête à Marie-Antoinette pour finir. Donc une extrême violence de l'histoire et puis la magnificence du lieu, quoi. Donc c'était un contraste très fort. Je rentre chez moi, je n'ai pas encore d'idée, parce que d'habitude je travaille dans des lieux détruits et que amener de la poésie dans un lieu détruit, c'est quand même, ça me passionne, c'est pas évident, mais c'est quand même plus facile que de mettre dans un lieu déjà beau, c'est moins évident d'intervenir comme ça. Et donc je vais sur Google Earth, comme souvent, je regarde les paysages, je regarde ce qu'il y a autour,
Et pendant que je regarde tout ça, je réfléchis à mes cours d'histoire dans ma jeunesse, donc, au moment où on disait que la Révolution française, c'est la révolution du pain. Hein, on est bien d'accord, c'est vraiment le pain qui a manqué, au fond, la famine. Et je me dis, mais le contraste entre la magnificence de l'endroit et, au fond, la population qui crevait de faim au même moment, c'était quand même aussi un moment difficile, hein, de l'histoire de France. Et j'ai envie de ramener le pain, les céréales, dans le lieu. Et donc, j'ai pensé faire des grandes bandes de céréales qui arrivent tout autour de la chaumière. Vous voyez, donc des bandes de différents céréales. Sarrasin n'est pas une céréale, mais c'est fait de la farine. Et sinon, triticale, blé, avoine, orge. Chaque bande, en fait, épouse les côtés, tous les arrondis rappellent un peu l'histoire de France, ou les méandres de l'histoire de France, mais aussi le paysage à l'anglaise avec ses rivières sinueuses, évoquer ce lieu-là aussi. Et en fait, l'idée, c'était aussi d'amener aussi de la violence, parce qu'au fond, le manque de pain, ça a eu des conséquences dramatiques dans l'histoire de France, ce manque de pain. Et donc, toutes ces bandes arrivent et se transforment en armes de la Révolution, en armes blanches de la Révolution française. Donc, le sarrasin est une fourche, le trical devient une hallebarde. Vous voyez, la hache, la lance, la baïonnette, tout ça entoure, encercle la chaumière au coquillage et évoque ce passé dramatique, au fond, de la Révolution française. Donc on commence, comme d'habitude, dans mes projets, on met des piquets, on travaille, on retourne la terre, on travaille aussi avec un tracteur. Donc j'amène aussi mes pinceaux à moi habituels, c'est-à-dire le tracteur, les semences, et on fait un projet comme ça qui démarre à ce moment-là. Les plantes commencent à pousser, et on obtient, comme prévu, donc différentes armes de la Révolution. Vous voyez là, autour. Et en particulier le sarrasin, qui, vous voyez, une arme blanche, puisque elle fleurit blanc, hein, par chance. Et donc là, vous voyez dans ces images-là, en l'occurrence, à la fois la violence de l'arme et à la fois le pain qui était présent près de la chaumière, donc le pain qui manquait au moment de la Révolution. Et cette arme blanche devient rouge, parce que le sarrasin, à la fin de la saison, en fin de saison, devient rouge, et le rouge du sang versé de la Révolution française. Donc on arrivait à une sorte de mouvement comme ça, et qui évoquait cette violence de la Révolution. J'ai introduit un petit peu dans ce paysage bucolique magnifique du château, un peu ce qui manquait, c'est une certaine violence, une certaine une situation. On a évoqué l'histoire très particulière de l'histoire un moment très particulier de l'histoire de France. Et ce moment-là, c'était un moment où il y avait du sang, donc c'est pour ça qu'on a fini comme ça. Et donc, en conclusion, j'essaie de me souvenir souvent de pourquoi je fais tous ces grands projets à grande dimension comme ça, qui transforment des paysages. Et au fond, je me dis, quelle est l'origine, quelle est la graine qui m'est venue dans la tête pour que je sois comme ça, j'en sois venu à travailler des si grands paysages. Et c'est quand j'étais même pas encore artiste, que j'avais 21 ans, et j'ai découvert, émerveillé, le Pont Neuf de Christio, un peu par hasard. Je pense que beaucoup de gens l'ont vu, enfin, les plus anciens, les plus âgés. Et cette image-là m'est restée parce qu'au fond, ce Pont Neuf si familier qu'on avait tous vu, qu'on connaissait si bien, on avait une nouvelle vision de ce Pont Neuf en le voyant emballé par Christo. Et cette dimension, à l'échelle 1 de l'œil, de l'œuvre, hein, m'a beaucoup impressionné. Et donc, du coup, j'ai eu envie, moi aussi, cette image-là, elle m'a vraiment... dans mon cerveau, on a tous un peu des murs, des choses un peu fermées comme ça. Ça m'a ouvert une certaine vision, une perspective différente. Et du coup, c'est sûrement pour ça que je vois le paysage un peu différemment. Hein. Et en fait, maintenant, ce que j'essaie de faire dans mes projets, c'est de faire partager, donner cette petite graine aux gens pour qu'ils puissent eux aussi avoir envie d'être plus créatifs. Voilà. Merci.